dans Un Monde en Doc. Un Monde en Doc, demain à 18 h sur Public Sénat. Cette émission a été enregistrée avant l'obligation du port du masque. Public Sénat, avec le soutien de Mutualia, la mutuelle des territoires, vous présente Manger, c'est voter. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Manger, c'est voter. Nous sommes en Lorraine, territoire historique qui est confronté, comme tous les autres, à une réalité économique, à des difficultés, qui pourtant se bat pour survivre. Voici les hauts fourneaux de Cons-la-Grandville. Plus loin, il y a une abbaye qui témoigne d'un passé patrimonial prestigieux. Là, la sidérurgie lorraine historique qui a connu ses souffrances à la fin des années 70. Nous allons rencontrer Véronique Guillotin, sénatrice radicale de Meurthe-et-Moselle, la Meurthe-et-Moselle, préfecture d'Annecy, qui est un département français lui aussi, qui suit l'histoire de la Lorraine et qui essaie de préserver des savoirs. Nous allons parcourir ce territoire avec la sénatrice. Nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui se battent pour préserver cette façon de vivre. Avec le courageux David Philippe, qui nous expliquera la difficulté de maintenir un élevage de porc en agriculture raisonnée. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Me dites donc que j'étais en train de me manger le pantalon. Nous irons dans les coulisses d'un restaurant scolaire afin de comprendre comment on peut nourrir tout un lycée en produits locaux pour 2 €. C'est quoi ça? C'est un hamburger rouge. Bah moi je veux bien ça s'il vous plaît. Merci. Nous marcherons dans les champs de Guy Touvenin qui nous expliquera comment il est parvenu à transformer son activité conventionnelle en bio. C'est sec. Donc ça, c'est la preuve de la sécheresse qui dure depuis plus de 3 mois ici. Mais vous avez vu le craquement de la terre? Nous allons comprendre en quoi consiste la transmission d'une exploitation agricole en 2 générations. On nous a expliqué que la loi Egalim était formidable pour vous, que ça avait transformé votre vie. C'est une question qu'on peut se poser. Nous allons participer aux vendanges d'un vignoble en agriculture biologique sur l'appellation Côte de Toul. C'est la peau du raisin qui donne sa couleur au jus. Quand on voit ça, on se dit qu'il va y avoir une belle bouteille. Vous me suivez, je vais rencontrer Véronique Guillotin. Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour, bienvenue. Ravi de faire votre connaissance. Point de rencontre insolite. Bienvenue à Villerue, sur cette ville toute transfrontalière, interdépartementale, à côté de la Moselle et à côté du Luxembourg. J'ai vu ça sur la carte, vous êtes Voilà, un carrefour à la carrefour jonction européen, de ouais. territoires historiques différents, très passionnant, une sociologie urbaine très particulière. Oui, très particulière. Et on est dans l'ancienne Lorraine industrielle, ouvrière, je vois des maisons ouvrières. Alors vous m'avez parlé d'un mur alvéolé. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. C'est un mur de soutènement en fait, et en contrebas de ce mur, il y avait donc les usines d'Aubrive. Aubrive, c'était de la sidérurgie. C'était de la sidérurgie. Grosse sidérurgie lourde. Oui, oui, il y avait donc tout ça a été édifié avec des usines, des laminoirs. Donc j'ai entendu parler portugais en me promenant dans la ville énormément. C'est un melting pot de plus de 30 nationalités. 30 nationalités. Avec une grande vague quand même italo-polonaise qui est venue pour faire tourner ces usines, il y avait besoin de main-d'œuvre. Je suis un pur produit d'ailleurs italo-polonais. Pourquoi ? Votre maman, votre papa? Mon papa est italien et ma maman est polonaise. Ah d'accord, Voilà. donc vous êtes une vraie Française. Je suis une vraie Française. D'accord. Ouais. Avant d'être sénatrice, vous avez quand même une carrière municipale d'opposition, puisque vous êtes radicale au parti radical. Parti radical, on précise quand même, c'est triste. Mais vous avez une carrière municipale. Une carrière, oui, j'ai Vous essayez. Ouais, voilà, j'ai un mandat municipal. Mais d'opposition, puisque la ville est communiste. C'est ça. Depuis 50 ans. Depuis très longtemps. Bon, très bien. Votre enracinement local, il est sur votre mandat municipal. Oui. Et vous êtes médecin. Alors, je pense que mon enracinement est avant tout très professionnel. Je suis arrivée très tard en politique. Enfin, j'ai jamais fait une carrière politique. Vous n'êtes pas une carriériste, vous n'êtes pas une apparatchik. Non, je suis médecin de profession. Et puis ensuite, j'étais à la région, Grand Est, en 2016. Et En puis conseiller au Sénat, régional. En 2017, voilà. oui. Alors pourquoi l'engagement dans le mouvement radical, qui est un vieux parti et qui a fait la République française? Aujourd'hui, vous auriez pu aller au Parti socialiste ou au Front de gauche ou au contraire avec monsieur, avec En Marche ou En Marche avec monsieur Macron, c'est bien. En fait, j'ai
j'ai connu cette maison qui était une maison qui correspondait bien à mes valeurs, en fait, des valeurs déjà de tolérance, de progrès laïcité, social, de laïcité, la République. Et puis quand même une économie de marché, un peu libérale mais responsable. Voilà. Et voilà, je me suis complètement retrouvée dans ces valeurs-là et je ne l'ai jamais, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, jamais regretté. C'est un peu ce qu'attendent les Français finalement quand on a la définition du radicalisme. Ouais, hein. ouais. Et puis un jour vous décidez de passer à la phase sénatoriale. Oui. Et sur un territoire comme la Meurthe-et-Moselle ici, il y a du chômage, de la détresse sociale, de la fracture sociale. Vous êtes confronté à tout ce qu'il y a aujourd'hui. On est confronté à tout ça. Quand on voit la population qui va travailler au Luxembourg et la population qui, à côté de ça, n'a pas de travail, effectivement, on a quand même une fracture sociale importante. Alors la sénatrice nous amène à Sèchepré, en Meurthe-et-Moselle, près de Pont-à-Mousson. Voilà, et nous allons faire la connaissance de David Philippe, qui est un éleveur de porcs et de vaches, qui élève et transforme lui-même ses produits et les vend à sa boutique. Donc le circuit court absolu où le consommateur peut venir chercher les produits de la ferme. On est tout de suite saisi par les fumées de bonne qualité. Merci. Donc cochon. Voilà, cochon, bœuf, veau. Vos vaches cochons. Comme on a un dîner ce soir, il faut goûter les produits qu'on a vus. On va quand même sur le cochon, non? Je pense que pour vous c'est emblématique surtout. Oui. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Un beau morceau? Un filet mignon. Il a une bonne tête. Allez, on va prendre un filet mignon pour ce soir. Il est très beau. Allez. On a envie de tout acheter, le problème. Un petit peu de fuseau lorrain? Un peu de fuseau lorrain. Je suis une gourmande. Voilà. Ah, c'est addictif, hein? Une dernière pour la route. Elle est gourmande, la sénatrice, c'est terrible. Ça, je ne croyais pas que c'était à ce point-là. On vous suit, David. C'est parti. Donc voilà votre exploitation. Voilà. Combien de bêtes vous avez? J'ai 350 porcs en permanence. D'accord. J'ai une production de 1000 porcs par an. Viens, viens ici, je t'attrape, toi. Comme on attrape un cochon. Ne me dites donc que j'étais en train de me manger le pantalon. Viens ici, viens ici. Viens ici, viens ici. Le problème, c'est qu'ils ont la queue coupée, je ne peux pas les attraper par la queue. Bon, ça, c'est les bébés. Est-ce qu'on peut voir ceux qui sont prêts? Oui, tout à fait. Ils sont sur la paille, hein, c'est formidable. Oui, voilà. Mon élevage est donc sur, on appelle ça fumier accumulé. Et c'est propre. C'est gentil. Le fait d'être sur paille, en fait, j'ai un indice de consommation qui est supérieur à un élevage qui est sur caillebotis. Aujourd'hui, pour faire un porc de 120 kg, il va manger 250 kg de farine. Dans un élevage sur caillebotis, entre guillemets, on peut lui donner des aliments, des sous-produits qui coûtent rien. Et c'est pour ça que des fois, vous avez la côtelette, quand vous la cuisez, qui diminue. Moi, aujourd'hui, je suis sur paille, ils se dépensent. Ils sont 20 dans une case où il y a 40 mètres carrés. Aujourd'hui, sur caillebotis, il serait, moi, je dirais peut-être... 60. Moi, j'allais dire 50 sur. On rejoint la bientraitance animale, la qualité de l'alimentation, un animal non stressé peut-être, et puis à la fin de la chaîne alimentaire, une qualité pour le consommateur qui est meilleure. Mais ça a un coût. Et ça a un coût. Ça a un coût de production. Franchement, si j'avais pas mon magasin pour vendre en direct, je crois que j'arrêterais ce système-là, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai touché 125 € par porc. Vous avez engraissé pendant 6 mois. C'est quand même un souci. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à convaincre le consommateur que, évidemment, que c'est chez David qu'il faut venir acheter sa viande et pas des infamies en grande surface. Ça s'appelle la valeur négative d'un produit. Vous achetez une tranche de jambon industriel pas cher, genre 90 centimes. Qu'est-ce qui reste, on va combien ces 90 centimes coûtent en surplus de détérioration de l'environnement, des problèmes de santé, de ruine du producteur qui ne s'y retrouve pas. Voilà, donc la grande distribution nous dit, regardez, c'est bon et pas cher, mais la facture de cet écrasement des prix provoque des drames humains, sociaux, environnementaux et économiques, voyez. Et c'est là où je me dis que quand même en France, on pourrait aujourd'hui, on vient de vivre une période difficile où on a compris ce qu'étaient les enjeux de consommation. C'est là, Madame la sénatrice, où je me dis que nos institutions, finalement, ne peuvent rien. On devrait pouvoir, parce que c'est tout le débat d'une prévention. Et la prévention, ça reste le premier médicament, c'est l'alimentation. Donc il faut qu'on remette ça sur... C'est lui le pharmacien. Oui, c'est lui le pharmacien. C'est le premier médicament, reste l'alimentation. Bon, là, on est rassurés. Très bien. On va pouvoir déguster notre filet mignon en toute sérénité. Bon, David, merci pour votre accueil.
Alors nous arrivons au lycée Louis Majorel avec la sénatrice et nous allons rencontrer le proviseur M. Lopez qui va nous vanter les mérites de sa restauration scolaire avec des produits locaux et puis une éthique qui assure aux élèves une bonne qualité alimentaire. On y va. Donc voilà, nous voilà à l'entrée de la chaîne du restaurant scolaire. À l'entrée, vous pouvez remarquer une chose, c'est on a le menu de la semaine et on affiche tous les producteurs locaux. Ah, c'est les fournisseurs. L'idée, c'est de montrer aux gamins que dans leur village, on vient chercher du lait, des produits laitiers, on vient chercher de la viande, des fruits, des légumes, du fromage. C'est la première fois que je vois ça. Je vais vous présenter le chef. Parfait. C'est magnifique ça, hein? Ouais, c'est beau, c'est bon et c'est beau. C'est vous qui avez fait ça, chef? Monsieur Joly, bonjour. Jean Duguet. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons de la carbonate flamande, Oui. un poulet label rouge au mori, un petit burger vosgien. Vosgien, j'ai vu ça. De terre, andouille du Val d'Ajol et crème de Münster. Et pour accompagner ça, un petit duo de légumes d'un paysan du coin. Du coin. Et ses pommes de terre. Fait maison, évidemment. Tout est fait maison. Bon, on peut voir comment ça se passe? Tout est élaboré sur place. Sur place. Hein, locaux aussi possible. Bien sûr. On a pas mal de producteurs, donc on essaye de réserver une partie notable de notre budget à tous ces petits producteurs locaux. Donc c'est du donnant-donnant, quoi. Combien vous coûte un repas comme ça? Alors en annuel, on est un peu moins de 2,20 €. Vous êtes en train de nous dire que l'on peut manger sain, équilibré, en local, pour 2 €. C'est exact. Chef, est-ce qu'on peut voir les frigos? Ceci. J'ai toute confiance, mais j'adore voir les produits. Suivez-moi. Allez-y, Véronique. Notre chambre froide. D'accord. Et il y a peu de choses, surtout. Et il y a peu de stock. C'est bon signe. Alors, le bateau lorrain. Et les enfants, ils mangent ça? Voilà. De chez Benz. De chez Benz. C'est pas la Mercedes, hein, c'est la saucisse. En plus, c'est bien, ils ont les spécialités régionales. Vous voyez? Donc, vous les éduquez aussi à découvrir leur patrimoine local. Ça m'a ouvert l'appétit. C'est quoi ça? C'est un hamburger vosgien. Bah moi je veux bien ça s'il vous plaît. Vous voyez, il y a de la potato, il y a de l'andouille. Ouais bah moi aussi je veux bien ça. L'andouille, c'est quoi l'andouille? C'est Oh, tu verras, c'est la surprise du chef. Ben, ça me rappelle un peu ma période scolaire, sauf que la qualité des repas n'était pas aussi belle que celle-là. Là, je vais déguster quelque chose de bien. On a travaillé ça l'année dernière. Vous n'avez pas encore de demande de famille? Donc Éric Joly nous amène chez son fournisseur Guy Touvenin, le maraîcher qui est à Montvignoble. Ben, nous allons profiter, Madame la sénatrice, pour voir d'abord ces beaux légumes, comprendre que l'école se fournit vraiment avec des produits de pleine terre. Bonjour. Monsieur Guy Touvenin, c'est vous? Tout à fait, oui. Bonjour monsieur. C'est quelle variété de tomates? Ça, c'est une cousine à l'aroma. Elles ont bien mûri ou non? Oui. Oui. Je les aime bien, pas trop mûres. Ah bah allez-y, là. Elle est bonne. Ah oui, en effet. C'est excellent. Ah bah avec plaisir. Hein. Vous avez vu hein? Elle est croquante, elle est un peu sucrée. Ça ferait une bonne salade ce soir. On est en agriculture bio, donc c'est une terre qui à la base est assez lourde. Donc justement pour faire des produits comme la tomate, ça s'y prête relativement bien. D'accord. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme légumes? Alors on fait de la betterave rouge, Oui. On fait de la pomme de terre, on fait de la carotte, on fait de l'oignon, de l'ail, de l'échalote, toute la gamme maraîchère. Tout ça est encore en terre là ou non? On a une partie qui est en terre Oui. et on a une partie qui est disponible. Qu'est-ce que vous avez dans le champ là, pas loin d'ici? On a des poireaux. Eh ben écoutez, on va y aller. Arracher celui-ci. Voilà. Donc malheureusement, on n'a pas pu le buter avec la sécheresse. Ben oui, Voilà. c'est trop dur, le sol est trop Donc du dur. coup, on peut voir que le blanc est relativement maigre sur le poireau. Mais bon, il est toutefois de belle taille malgré tout celui-ci. Vous avez goûté déjà un poireau en direct comme ça, Madame la sénatrice? Non, jamais. D'habitude, je l'ai cuit, mais bon. Vous allez voir, c'est un bonheur. On va en prendre pour ce soir, on va trouver quelque chose pour faire. Pour faire? C'est merveilleux. Alors, la reconversion en bio, elle s'est passée quand? Donc nous, on s'est converti en bio en 2017, donc dès mon installation, depuis que je suis revenu sur l'exploitation. Et donc là, depuis 2019, on est certifié bio sur l'exploitation pour toute la partie maraîchage et céréales. Il y a quand même un investissement. Il y a un vrai investissement, c'est ce qu'on... Parce que bon, passer du bio au conventionnel, on change complètement nos techniques, complètement nos semences. Et aujourd'hui, le bilan pour vous,
Nous, de pour cette nous, conversion? c'est un bilan qui est très positif parce qu'on sort un produit qui est relativement sain. Donc derrière, le client s'y retrouve. Et puis nous, en tant que producteur, on est quand même content de produire ce qu'on fait et que les clients nous disent qu'ils sont satisfaits, quoi. On sait qu'un poireau qui sera cuisiné de chez Guy sera consommé. C'est ce qui valorise aussi son travail à lui, quoi. Les 2 premières années de conversion sont très difficiles à passer pour un producteur car il ne peut pas vendre malheureusement au prix du bio alors qu'il en produit. Donc vous avez des contraintes et pas des avantages. Et on n'a rien contre les subsides, mais ces gens-là ne demandent qu'à vivre de leur travail. Ils demandent qu'à vivre de leur travail. Ils ne peuvent pas boucler la fin d'année s'ils n'ont pas une subvention, alors qu'il faudrait juste payer leur juste prix. C'est aussi un problème de concurrence, c'est très compliqué. C'est qui vos concurrents déloyaux? C'est surtout les pays de l'Est de l'Europe qui commencent à se mettre à faire du bio, notamment en maraîchage. Mais bon, on a bien évidemment l'Espagne, enfin je ne vais pas tous les citer, mais il y a une multitude de pays comme ça qui aujourd'hui se mettent à faire du bio, qui aujourd'hui ont un coût de main-d'œuvre qui est nettement moins élevé que le nôtre, divisé par 2, voire par 3. Donc nous aujourd'hui, pour faire face à ça, c'est relativement compliqué pour aller sur les gros créneaux. Mais le rêve européen consistait pas justement à ce qu'il y ait une harmonie, que tout le monde parte avec la même chance. C'est un rêve européen. Alors là, je vois Bulgares et Roumains peuvent produire à pas cher. Ils envoient de la main-d'œuvre en Allemagne pour faire du cochon. Tout à fait, du cochon de merde avec la moitié du SMIC. Vous pensez que ça pourra se réguler? Parce qu'on a besoin de l'Europe quand même. Pour vivre. Il faut une Europe du quotidien, il faut une Europe de projet. Je ne sais pas si on y arrivera, mais il faut absolument qu'on aille dans ce sens-là. Oui, ça paraît essentiel. Ça fait juste 60 ans que ça dure. Peut-être qu'en bout de 70 ans, peut-être il faut que ça aille plus vite, je pense. Moi, ce que je veux, c'est que Guy s'en sorte et longtemps. Et qui, vous voyez... Alors, il faut que Guy s'en sorte et il faut que les gens comprennent que quand Guy s'en sort, leur santé sera préservée aussi. Et ça, c'est important, c'est du gagnant-gagnant. On a du boulot sur la planche, madame la sénatrice. Oui, on est là pour ça. Voilà, mais on a ici là 2 acteurs importants et vous voyez, ils sont solidaires. Voilà, et quelquefois je les sens un peu seul. C'est pour ça que vous pouvez pas tout. Non, on ne peut pas tout, mais que... le message pour moi est entendu et essentiel, oui. Très bien. Merci Guy. Nous sommes à Sponville avec Véronique Guillotin et nous arrivons à la ferme du Vieux Poirier où est en train de se passer une transmission, ce qui arrive souvent dans l'agriculture française. Donc il y a les cédants, Denis et Chantal Vahut, qui vont faire cette transmission à Élise et William Doudou. Donc nous sommes dans une ferme laitière avec un troupeau et il y a une production de yaourts. Je me dirige d'abord vers l'étable où William Doudou va nous recevoir avec Denis et Vahut. Vous produisez la quantité de lait qui correspond à votre demande en produits transformés, non? Il y a une partie qui est encore vendue à la coopérative. Les cours sont à combien là en ce moment en moyenne? 325 en moyenne. 325, oui. 32 centimes du litre. Voilà. 40, ça serait bien. 37, 38, ça serait... Là, vous seriez tranquille. Vous voyez à quoi ça tient, madame la sénatrice? Quelques centimes. Et on explique à ces gens-là qu'on ne peut pas les payer plus parce que, non, ça mettrait l'économie mondiale en l'air. Je ne vais pas vous cacher qu'on a traversé 3 années très difficiles au niveau prix et surtout au niveau production laitière. Donc la période de vache maigre, vous savez ce que ça veut dire? Oui, on sait ce que ça veut dire, oui. Pas content de ce que vous avez vécu, que vous estimez que vous n'auriez pas dû passer par là, forcément. Baisser les prix pour pouvoir nourrir la population avec des prix très bas. Et on nous l'a compensé avec des aides financières de l'Europe et de l'État. Tout ça, on l'a oublié. On perçoit des primes, mais on ne se souvient plus de pourquoi. Mais c'est des primes dont vous ne pourriez pas vous passer aujourd'hui. On essaye de plus en plus de s'en passer ou d'essayer, mais c'est très très difficile. Pourquoi c'est pas au consommateur? Pourquoi c'est pas à l'industriel? Pourquoi c'est pas au distributeur? Pourquoi c'est toujours le paysan qui doit payer pour les autres? C'est une question qu'on peut se poser. Enfin, la condition paysanne reste difficile, on est d'accord. Oui. Et vous, William, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans? Le fait d'être dehors, d'être au contact des animaux, de travailler avec du vivant, c'est ce que j'aime et je me vois pas travailler dans un bureau ou dans une voiture. Voilà. Encore heureux qu'on ait une génération qui accepte de prendre la relève, mais on sent bien que ça a été difficile à certains moments.
C'est la production du jour? D'hier. D'hier. Alors Chantal, vous êtes l'épouse de Denis. Vous êtes donc la cédante. Voilà. Et Élise, vous êtes la sœur de William. C'est formidable, hein, Véronique. On a la campagne, on voit le troupeau. Hein, le lait. On a goûté le lait et on voit le produit. On a le produit. Alors ça, on est vraiment... c'est authentique. Alors... C'est extra. La nature. Alors là, nous sommes à Lucé, un village au cœur de l'appellation des Côtes de Toul. Et je vais retrouver Stéphane Vosgien, producteur. Je vois que l'équipe est là avec beaucoup de ferveur. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, il y a bonne ambiance là, je crois. Ouais, c'est des amateurs de vin et puis ils s'intéressent à la viticulture. Messieurs, dames, on rattaque. Alors Stéphane, le principe de la bonne vendange des jeunes gens en bonne santé. Le seau, petite quantité. Des petits seaux, ensuite on remet dans des caisses d'une 50aine de kilos. Ça limite le tassement. Et voilà, c'est pas la grande benne avec le jus qui coule au fond. Et pour ça, il faut le cueillir avec précaution. Vous avez tout compris? On peut le goûter? Super beau. Maturité, peu d'acidité, c'est vraiment beau. Hein. On est à combien là, vue d'œil? Ça fait 12,5-13. 12 est facile, hein? Si je le presse, c'est quoi la couleur? C'est un petit peu rose. En fait, au départ, c'est du jus blanc. Oui, et puis il se teinte avec la peau du raisin. Exactement. Ce qu'on appelle la couleur les anthocyanes, c'est la peau du raisin qui donne sa couleur au jus. Et au départ, c'est du blanc de noir, donc du jus blanc du raisin de raisin noir. Et plus on le laisse macérer dans la cuve, plus il va prendre sa teinte. Donc le rosé, c'est le pressurage, c'est la couleur qu'il a quand on le presse. Le rosé de le gris de Toul. Exactement. D'où son nom. C'est ça. Quand on voit ça, on se dit qu'il va y avoir une belle bouteille. Tout à fait. Stéphane Vosgien, la conversion en bio, c'est pas passé du jour au lendemain. Ça a été une réflexion? Ça a été une réflexion, puisqu'on faisait du travail du sol depuis déjà plusieurs décennies. On avait réussi à limiter les produits phytosanitaires aux fongicides. Oui. Donc il n'y avait plus d'insecticides, plus d'acaricides, plus d'antibotrytis. Donc finalement, il ne nous restait plus un gros chemin à faire, mais on n'a franchi pas donc en 2011. Sincèrement, est-ce que c'est mieux pour vous? Eh ben, c'est mieux déjà pour notre santé. Oui, mais ça, c'est mieux pour notre personnel qui travaille dans les vignes et qui manipule le feuillage. Et pour le consommateur également, puisque... Et votre vin, est-ce que vous l'aimez de la même façon? Il est mieux, il y a de la rondeur, on l'aime encore plus. Alors nous sommes à Villerue, au domicile de Madame la sénatrice Véronique Guillotin. Nous allons, elle et moi, préparer ce dîner à deux, en amoureux, comme on dit. Oui, voilà. Oh, attendez, riez pas. Oh, parce que... Et donc, moi, je prépare la salade de tomates. Et vous, Madame la sénatrice, vous nous préparez ce qu'on a vu chez le charcutier. C'est ça. Moi, je vais faire un petit filet mignon de porc au four. À votre façon. Quelques carottes. Bon, voilà, cuisine ça. On n'est pas cuisinier, la sénatrice et moi, mais on aime bien préparer à manger. Et puis, on va discuter République, et puis citoyenneté et avenir de la France. C'est ça. Je suis sûr que vous avez plein de solutions. J'ai plein de choses à dire, allez. Surtout. Voilà, un petit peu de sel. Servez-vous, madame. Eh bien, merci. On a quand même ici la possibilité, dans ce territoire avec des écarts sociologiques, de trouver des bons produits pas trop chers, non? On a quelques circuits courts, parce qu'on a quand même un territoire rural. On a tout un territoire sur le Longuevillonnais qui est rural. On est également près de la Meuse. Il y a des magasins bio, par exemple? Non, il n'y a pas de magasin bio à ce titre. Ça, c'est un magasin bio. Non, il n'y a pas de magasin bio. Alors qu'il y en a partout en France? Non, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas encore. Voyons ce filet mignon de porc. Oh, alors là, c'est magnifique. Bougez pas, je vous mets quelques légumes. Ces petites carottes du terroir. Et de plaisir. Quand on a des bons produits, c'est pas très compliqué. Si vous étiez aux affaires, il y aurait 2-3 idées qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez voir appliquer tout de suite pour résoudre ces problèmes de rétribution des paysans, de qualité alimentaire, de publicité pour les enfants. J'essaierai d'être beaucoup plus stricte sur la transparence des produits que l'on achète.
J'ai toujours à cœur, moi, cette alimentation des enfants. Quand je vois cette publicité dont ils sont abreuvés et la parentalité qui est compliquée, les parents sont quand même complètement démunis face à ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une grande transparence sur les produits et aller plus loin dans l'éducation, notamment dès l'école, et la parentalité en même temps sur le produit au juste coût, ce que l'on achète, et apprendre les consommateurs à lire les étiquettes. Donc, pour vous, malgré les freinages et les réticences de certaines forces, de certaines puissances qui ne veulent pas que ça avance, vous pensez que ça pourra aboutir? Mais ça avance oui, doucement, ça avance pas suffisamment. J'ai quelqu'un qui me dit toujours, la politique, on fera pas de révolution, on fera que des évolutions. On sert à remonter tout ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Ben voilà, ça enrichit notre connaissance des choses et puis ça nous permet, quand on est au Sénat, de prendre la parole, de poser une question au gouvernement, d'interpeller, d'écrire et essayer de faire avancer les dossiers. Vous me permettrez de venir vous voir dans quelques mois, quelques années? Plaisir. Vous me direz où vous en êtes. Ouais. À très bientôt. Merci. Merci. Nous sommes retrouvés devant un ancien haut fourneau à Cons-la-Grandville et puis nous nous séparons ici dans la campagne lorraine devant une meule de paille par cette petite brise rafraîchissante parce qu'il fait chaud. Nous avons vu des gens passionnants, souvent dans la détresse, souvent dans la ferveur. Il faut encourager ces paysans, ces artisans, ces producteurs, ces proviseurs de lycée, ces cuisiniers à persévérer dans la voie du salut parce que les chemins et les sentiers qu'ils ont décidé d'emprunter sont ceux de l'avenir et de l'espoir. Voilà, c'est l'esprit de Manger c'est voter. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. On rencontrera des gens tout aussi passionnés et tout aussi délicieux. Et ce sera bien entendu sur Public Sénat. À très bientôt. Merci.